Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Sursis d'1 mois pour le Canada et le Mexique, début des hostilités avec la Chine, Donald Trump a donc lancé la guerre commerciale. Une guerre doublée d'une ruée sur les minerais et les routes commerciales stratégiques. Entre pression et volte-face, assiste-t-on au retour en force de l'impérialisme américain et à quel prix ? Le compte à rebours a commencé pour des milliers d'employés fédéraux américains. Ils n'ont que quelques semaines pour démissionner en échange d'une prime ou risquer un licenciement sans indemnité. Un nettoyage de l'administration aux allures de chasse aux sorcières opéré par un certain Elon Musk. Avec quelles conséquences ? Eh bien, de toutes ces questions, on va tenter d'y répondre avec mes invités. Adina Revol, ancienne porte-parole de la Commission européenne à Paris et auteure de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen aux éditions Odile Jacob. Bonjour à vous. Bonjour. Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste du commerce international. Et Arnaud Aurin, historien et économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Le Monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude aux éditions Flammarion. Bonjour à vous. Bonsoir. Et à distance, Paola Fabiani, fondatrice de Wisecom, centre d'appel basé en France et vice-présidente de l'organisation patronale le MEDEF, en charge de l'entrepreneuriat. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donald Trump a donc suspendu sa menace d'augmenter les droits de douane sur le Mexique et le Canada. En revanche, Washington a commencé à imposer des droits de douane de 10% sur toutes les importations chinoises. À Pékin, la réplique ne s'est pas fait attendre. Les précisions de David Gilbert. En ce début de guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine surprend en ciblant un acteur collatéral. Le communiqué de l'autorité de régulation est repris par la télévision d'État. En raison de la violation présumée par Google de la loi anti-monopole de la République populaire de Chine, l'administration d'État pour la régulation du marché a lancé une enquête conformément à la loi. Le géant américain du numérique, directement menacé par les autorités chinoises en raison de ses pratiques anticoncurrentielles. La Chine envoie un message clair, elle est prête à user de tous les moyens à sa disposition. Outre Google, 2 autres sociétés américaines sont aussi prises pour cible par Pékin et placées sur la liste des entités peu fiables. Il s'agit du géant des biotechnologies Illumina, leader mondial du séquençage génétique, et du groupe textile PVH qui détient notamment les marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Un groupe qui semble payer son récent boycott du coton en provenance du Xinjiang, une province où les autorités chinoises sont accusées de travail forcé à l'encontre de la population ouïghour. Tout cela montre essentiellement que la Chine veut prendre des mesures de rétorsion à l'égard des États-Unis, qu'elle veut utiliser sa puissance économique ainsi que son rôle d'usine du monde pour montrer son poids à la table des négociations avec les États-Unis. Pékin a également prévu de restreindre les exportations vers les États-Unis de certains métaux rares essentiels aux industries électroniques et militaires. Cibler Google, mais aussi le géant des biotechnologies Illumina et un groupe textile américain, Elvire Fabry. Comment la spécialiste des négociations internationales perçoit ces représailles ? Je trouve la réponse chinoise très intéressante parce que du côté américain, on l'a vu, c'est massif, c'est des 25%, enfin des menaces de 25% sur le Canada, sur le Mexique, 10% sur toutes les importations chinoises. Du côté chinois, c'est beaucoup plus stratégique. Déjà, le fait de cibler Google. Google n'a pas un chiffre d'affaires colossal en Chine. Google est interdit sur le continent chinois. Je ne parle pas là de Hong Kong, où il y a encore un statut spécial, mais c'est 1% du chiffre d'affaires de Google. Donc ça n'est pas majeur. Mais symboliquement, c'est un signal qui est envoyé donc pour une enquête antitrust, qui est très intéressante pour nous, Européens, parce qu'on sait qu'on va être ciblé sur nos réglementations numériques européennes, qu'on a la capacité aujourd'hui, on avait déjà la capacité en matière de politique de concurrence d'attaquer ces géants du numérique, mais aujourd'hui, avec les réglementations qu'on appelle DMA, qui vise à limiter des positions justement de trust, de monopole de ces grosses entreprises, c'est un outil d'abord c'est une réglementation qu'on va mettre en œuvre et c'est un domaine dans lequel on pourrait être particulièrement offensif. Donc que la Chine signale, utilise cette réponse, c'est intéressant pour nous Européens. Et puis par ailleurs, la façon dont elle cible le biotech
qui est un des secteurs stratégiques que les États-Unis veulent protéger. C'est l'intelligence artificielle, les supercalculateurs, les semi-conducteurs, les biotech. Donc ça vient toucher là aussi au cœur des ambitions de leadership américain. Et enfin, sur les véhicules électriques, pour le moment, Tesla n'est pas directement concerné, puisqu'il s'agit des véhicules lourds, mais peut-être qu'un de ces modèles de camions lourds pourrait rentrer dans la catégorie des importations qui seraient taxées. Et là, on voit bien que la Chine vient chatouiller quand même une des cordes de rappel possibles dans l'offensive que Trump pourrait mener sur la Chine avec les intérêts économiques de Elon Musk en Chine. C'est près de 40% de son chiffre d'affaires qu'il fait actuellement en Chine. On va y revenir. Pékin envisage aussi de restreindre les exportations vers les États-Unis de certains métaux rares essentiels aux industries électroniques et militaires. On pense également à Tesla. Arnaud Aurin, c'est peut-être là que le bas blesse le plus ? Oui, il me semble que les autres mesures prises par Pékin sont un petit peu un écran de fumée et qu'il est assez probable finalement que cette histoire de métaux critiques soit le cœur du problème en fait. Pékin qui a également prévu d'augmenter de 15% des droits de douane sur les importations de charbon et de GNL américains. Alors effectivement, on retrouve toujours cette constante dans l'histoire, c'est l'idée selon laquelle il faut empêcher ces concurrents systémiques d'avoir accès à des matières premières. C'était la laine, c'était le chanvre, c'était le lin au XVIIe, XVIIIe siècle. Là, on va être sur des métaux critiques. Déjà en 2024, le germanium, le gallium, il y a des grandes difficultés d'exportation des métaux rares pour l'électronique qui sont pas ou peu ou quasiment plus exportés de Chine. Et là, cette fois, on a un certain nombre de métaux critiques qui sont désormais sous licence. Je pense en particulier au tungstène. Et effectivement, ces licences, elles vont donner lieu à de possibles interdictions futures ou des difficultés d'exportation de ces métaux. Et là, on voit bien qu'il y a un levier très important qui est à relier, en fait, avec cette politique néo-impériale qui est à l'ordre du jour de Donald Trump. La hausse de 10% des droits de douane sur les importations chinoises qui s'ajoutent déjà à des hausses de taxes ces dernières années. Adina Revol, Donald Trump a lui-même reconnu que ces barrières douanières pourraient à court terme handicaper le pouvoir d'achat des Américains. L'annonce d'ailleurs a fait plonger un temps les marchés financiers. Est-ce que ça peut expliquer son revirement sur le Mexique par exemple ? Est-ce que le secteur automobile s'est indigné ou a fait un lobby auprès de Donald Trump ? Ça pourrait expliquer ce revirement ? En tout cas, l'histoire nous l'apprend, les guerres commerciales, ça a toujours été perdant-perdant. Et donc, effectivement, Donald Trump a été sous la pression de Wall Street. Et on voit déjà sur le Canada également, il y a de l'inflation, il n'y a pas de richesse créée. Donc, en fait, Donald Trump a des élections à mi-mandat, de midterms, qui généralement ne sont pas favorables au président qui en office. Donc, du coup, c'est quelque chose de très important, quelque chose à surveiller et Donald Trump le sait. Maintenant, sur la Chine, il faut aussi avoir en tête que la Chine ne respecte pas les règles du commerce mondial. Donc la Chine a inondé le marché mondial de ces véhicules électriques subventionnés, mais il y a des règles dans le commerce mondial justement, et donc les États-Unis qui étaient les garants de ces règles, aujourd'hui ne les respectent plus non plus. Mais au niveau par exemple de l'Union européenne, on a su faire une enquête sur les voitures électriques chinoises, à imposer des droits de douane supplémentaires. On va y venir. Est-ce que cette guerre commerciale est la plus stupide de l'histoire, comme l'écrit un éditorialiste du Washington Post, du Wall Street Journal, pardon ? En fait, il me semble que quand le Canada et le Mexique sont visés, c'est aussi la Chine qui est visée. Parce qu'en fait, il y a eu des déclarations très intéressantes de Jamieson Greer, le nouveau représentant au commerce de Donald Trump, qui est un élève de Bob Lighthizer, qui était le précédent représentant au commerce de Donald Trump dans Trump 1, où il utilise un terme très intéressant, celui de free rider.
C'est-à-dire que la Chine serait un passager clandestin en s'implantant au Mexique en particulier et au Canada pour pouvoir ensuite infiltrer les marchés américains grâce à l'accord USMCA, l'accord États-Unis, Canada, Mexique. Et en fait, les 25% de droits de douane contre le Canada et le Mexique, c'est aussi une menace pour la renégociation de l'accord États-Unis, Canada, Mexique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir relocaliser un peu de chaîne de valeur sur l'automobile du Canada aux USA? Est-ce que le Mexique va acheter aux États-Unis un peu plus d'énergie? Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir contrer le rival systémique qui est considéré comme le passager clandestin, en fait, de ces deux portes d'entrée dans le marché américain que sont le Mexique Vous êtes d'accord, M. Fabbri, avec cette analyse? Cet enjeu du contournement des droits de douane, puisque c'est son principal instrument, va être au cœur de sa politique, alors que c'était complètement absent en 2018-2020 quand il a appliqué les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et sur les. Mais c'était avant que ces contournements se mettent en place. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu les exportations de la Chine vers le Vietnam ou vers le Mexique augmenter et finalement jouer un rôle d'intermédiation entre les échanges États-Unis-Chine. Donc ça va être un enjeu crucial. Maintenant, pour revenir sur votre question du bilan finalement de cette guerre commerciale, c'est un malus pour tout le monde, parce qu'on voit déjà la façon dont ça peut impacter l'ensemble du commerce international. Et en particulier certains partenaires, et nous serons sur la liste. Mais là, c'est une perturbation de toutes les chaînes d'approvisionnement qui est en train de se provoquer. Mais j'ai envie de dire, regardons un tout petit peu plus loin dans le futur. Et entre l'évaluation de l'impact même sur l'économie américaine, il faut aussi penser à l'impact à plus long terme. Et on voit déjà la défiance énorme qui est en train de se créer chez les partenaires des États-Unis dans le Sud, les pays du Sud. Et là, les États-Unis sont en train de laisser une place. Pensez à quel pays ? Tous les partenaires de l'Asie du Sud-Est, en particulier Malaisie, Indonésie, Vietnam, Inde, mais aussi Amérique latine, Brésil, Argentine, tous les pays du Sud. Qui pourraient être tentés de se tourner davantage vers la Chine ou vers l'Union européenne. Et c'est là où l'Union européenne a un rôle à jouer. Paola Fabiani, vous qui êtes à distance, cette guerre commerciale, ce retour en force de l'impérialisme américain, est-ce que ça vous inquiète en tant que chef d'entreprise? Est-ce que ça inquiète les entreprises que vous représentez? Alors oui, effectivement. Alors peut-être que déjà rappelons que la politique pro-business des États-Unis date pas de Trump et remonte à bien avant, et peut-être un chiffre quand même économique. Depuis 2010, l'économie américaine a progressé de 37,5%, là où l'économie européenne a fait une croissance de 20,9%. Donc on voit déjà un décalage qui est là, qui s'accentue. Il est indéniable que du point de vue des chefs d'entreprise, l'impact de Trump sur l'Europe, donc sur la France, donc sur nos entreprises, va avoir un effet. Après, il y a plusieurs choses qui se dessinent. Là, je pense qu'on est dans une phase de montée des enchères, entre guillemets, d'escalade, qui n'est pas forcément, effectivement, comme ça a été très bien dit, positive pour tous, et notamment pour les entreprises. On va voir ce qu'il en sort, parce que on est aussi dans une phase quelque part indirectement de déploiement des arguments pour ouvrir des négociations. L'Europe a les moyens. Tout ce qui va intéresser les chefs d'entreprise, c'est effectivement la réponse européenne et derrière la réponse française. La France a les moyens de répondre, clairement, si elle arrive à s'accorder. C'est quelque chose d'essentiel pour nous, notamment, et puis au MEDEF, on s'inscrit sur la feuille de route du rapport l'État. On va y venir dans un instant. Je voudrais savoir également si face à ces nouveaux droits de douane, le risque pour les entreprises françaises de quitter, on en a beaucoup parlé, pour s'installer aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou que vous pouvez évaluer ? Alors, il y a deux risques, en fait, vis-à-vis des droits de douane. Le premier, c'est que ça oblige certaines entreprises, et je dis bien oblige, à aller éventuellement aux États-Unis pour pouvoir produire directement là-bas et vendre là-bas et de ne pas perdre le marché. Et l'autre impact qui est un peu par effet de ricochet, c'est aussi, et pour nous, le risque notamment sur l'industrie qui est majeur par rapport à tous ces effets, c'est vis-à-vis de la Chine. Rappelons quand même que cette année,
la Chine a eu le pourcentage le plus important de ventes de robots industriels dans le monde. Donc on voit bien qu'il y a une prise de marché et la Chine, peut-être se retirant un peu indirectement potentiellement des États-Unis, risque de venir encore plus émerger le marché européen et donc toucher nos entreprises. Avec un premier effet d'une baisse des coûts des produits manufacturés importés chinois, mais un deuxième effet avec effectivement, et peut-être que les autres pays touchés aussi par les droits de douane risquent de faire la même chose aussi. Arnaud Reinsch, vous voyez réagir ? Oui, effectivement, on voit bien le cas d'ArcelorMittal, qui pense beaucoup plus investir aux États-Unis qu'en Europe dans les années qui viennent. Mais cette politique, en fait, elle est pas, c'est pas une politique qui vient directement de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a une histoire plus longue. Et les démocrates et la présidence Biden a joué un rôle fondamental dans les relocalisations. Je pense à l'Inflation Reduction Act, au CHIPS Act. C'est-à-dire beaucoup d'investissements, beaucoup de subventions pour des entreprises qui s'installent aux États-Unis. Qui relocalisent ou qui font du friendshoring, c'est-à-dire qui relocalisent chez des amis. Et alors, on revient encore à cette idée de silo impérial, c'est-à-dire le Canada et le Mexique. On veut bien que les entreprises américaines relocalisent là-bas, mais beaucoup moins que des entreprises chinoises localisent dans ce silo impérial américain. Pourquoi Donald Trump, précisément, s'en prend-il au Canada ? Pourquoi s'en prend-il au Mexique ? Pourquoi s'en prend-il à ses voisins, à ses alliés ? Ça a été la surprise générale pour l'ensemble du monde, parce que c'était les économies très intégrées à l'économie américaine. Il y a cet accord, USMCA. On voit bien que Donald Trump ne tient pas compte des accords bilatéraux ou des règles ou peut-être du commerce. Qu'il veut faire pression pour améliorer ces accords en sa faveur. Oui, ça de toute façon, là, il cherche à obtenir. On a vu il a des objectifs politiques, l'immigration illégale, le fentanyl. Contre la drogue, oui. Oui, et on voit bien que ce que ça peut donner aussi pour d'autres partenaires avec lesquels il ne viserait pas simplement des objectifs économiques, mais des objectifs plus politiques. Et encore une fois, je reviens à la question de nos réglementations européennes. Mais c'est aussi une façon de démontrer qu'il est capable de viser les alliés les plus proches. Donc, ça pourrait être encore plus violent avec des concurrents que sont d'abord la Chine, puisque c'est l'objectif principal, c'est de réduire l'émergence technologique de la Chine, mais aussi avec les Européens. Donc, il y a l'effet immédiat, il y a l'impact que ça a sur les partenaires. Et sur cette question de choc de compétitivité, ce qui est particulièrement difficile pour les Européens, c'est d'être en mesure de répondre à la fois aux mesures agressives qui pourraient venir et de gérer ce choc de compétitivité qui est double avec ce qui va être quand même, avec les réductions de droits d'impôts, des réglementations, une accélération quand même, un coup de booster donné à l'économie américaine et en effet cette concurrence d'une pression des exportations chinoises qui auront bien besoin d'aller ailleurs, et c'est d'abord vers le marché européen. On va y revenir dans une seconde, mais d'abord, Arnaud Aurin, les visées expansionnistes de Donald Trump au Groenland ou au Panama, sont-elles un avertissement ? Sont-elles guidées par une course aux minerais stratégiques ou au contrôle des routes commerciales ? Est-ce tout simplement la volonté de supplanter une fois de plus son grand rival, à savoir la Chine ? Oui, ça fait partie de l'équation, en tout cas. On a bien vu que les velléités de reprendre le contrôle sur le canal de Panama, c'est quoi, en fait ? Ce sont des firmes chinoises, alors qui ne sont pas forcément contrôlées par Pékin, mais qui ont des intérêts dans un certain nombre de ports panaméens. D'autres firmes qui sont plus directement publiques, qui ont aussi des intérêts dans des ports panaméens. Et là, que se passe-t-il, en fait, avec les menaces de Donald Trump ? Le président panaméen a déclaré que, finalement, le Panama n'allait probablement pas poursuivre son partenariat stratégique dans les nouvelles routes de la soie. Donc on voit bien que finalement... c'est une façon de couper ces routes de la soie. Alors, de les couper, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas qu'elles soient sur le périmètre, on va dire, des États-Unis. Disons, d'éviter qu'elles soient dans le giron impérial américain. Et alors, pour l'Ukraine ou le Groenland, effectivement, cette espèce de deal, on va continuer à vous fournir des armes, mais vous allez pouvoir nous fournir des terres rares. Le Groenland, est-ce qu'on va pouvoir exploiter un certain nombre de métaux critiques ? Eh bien, on voit bien que si on se lance dans une politique protectionniste agressive vis-à-vis de la Chine et que la Chine
en mesure de rétorsion, bloque un certain nombre de métaux critiques et de matières premières critiques, il va falloir les trouver ailleurs. Adina Revolt, dans le cas du Groenland, que peut faire le Danemark, que peut faire l'Europe? Vendre le Groenland ou bien subir de lourdes représailles commerciales? En tout cas, on voit que l'énergie, dans sa dimension très large, est plus que jamais au cœur de la géopolitique mondiale. Et l'Europe doit prendre pleinement son destin énergétique entre ses mains. Vous avez parlé de la compétitivité tout à l'heure. On ne peut pas avoir de compétitivité vis-à-vis des États-Unis et même vis-à-vis de la Chine lorsqu'on a des prix finaux de l'énergie 30% en moyenne plus chers que nos principaux compétiteurs. Et à ces prix-là, on rajoute en moyenne à la fin 30% des taxes, y compris sur l'électricité, alors qu'on est engagé dans une transition verte. Donc tout ça, ce sont des questions extrêmement importantes. Peut-être qu'il faut baisser la taxation sur l'électricité dans l'Union européenne pour gagner rapidement en compétitivité, simplifier, comme vous l'avez dit, de manière massive, et puis finaliser ce qui nous manque, l'union des marchés des capitaux, pour avoir ce qui nous manque aussi par rapport aux États-Unis, la capacité d'investissement qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'Union européenne. Donc c'est un projet très important qui est bloqué depuis de nombreuses années au niveau des États membres. En réponse à Donald Trump, l'Europe promet un choc de simplification du côté des normes, une union de l'épargne et de l'investissement, un statut commun pour les start-up innovantes. C'est cette fameuse boussole de compétitivité qui doit être présentée, en tout cas détaillée d'ici à la fin du mois de février. Paola Fabini, est-ce que cette réponse, selon vous, est adaptée? Est-ce que ce sont des pistes qui vous rassurent? Alors, ce sont déjà des pistes, mais ça devrait aller encore plus loin à notre sens. Il y a une réduction des coûts bureaucratiques, il y a la simplification des procédures, on en parlait de la réglementation, mais aussi la simplification. Et il y a un sujet qui est un peu abordé dans les pistes, mais qui doit être accéléré aussi, c'est l'innovation. Parce qu'il y a une course à l'innovation et il faut que l'Europe soit en mesure d'augmenter les investissements et débloquer les investissements. Je crois que ça a été évoqué. Ce sont les attentes des entreprises. Que peut faire l'Europe? Que peut faire la France? Peut-être pour vous, Paola Fabiani, qui vient de se doter d'un nouveau budget. Qu'en attendez-vous? Là, en l'état, ce qui nous inquiète au MEDEF, c'est l'écart, le fossé, si on parle de la France, entre finalement la réalité économique et géopolitique qu'on est en train de décrire là et finalement le débat politique dont on est en plein en train de sortir. On vient de voter un budget qui rajoute 13 milliards d'euros de charges aux entreprises. Pour rappel, les entreprises françaises ont les prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe, avec plus de 70%. Donc, après, elles reçoivent également beaucoup d'aides de la part de l'État, les entreprises. Mais alors, malgré les aides, elles sont les entreprises, en incluant les subventions, les plus taxées d'Europe. Donc au final, la balance reste toujours très négative. Donc ça vient un tout petit peu réduire. Mais l'autre point, je pense, qui est surtout important, c'est que quand on regarde ce qui se passe globalement, les États-Unis sont en train, et ça a été dit là justement, les États-Unis sont en train de faire une politique très attractive avec une baisse des taux d'imposition. Le Portugal, lui aussi, vient de baisser son taux d'IS. Et nous, on est en train d'aller dans une démarche où on met le frein à main sur tout, et donc on complexifie encore plus. En fait, finalement, la position des entreprises. En fait, ce que les entreprises françaises attendent très concrètement, c'est d'avoir pas plus ni moins qu'un pied d'égalité pour pouvoir déployer leurs talents et rentrer finalement être compétitifs pour pouvoir en fait aller dans cette concurrence. La question n'est pas que les entreprises n'ont pas peur de la concurrence, mais pouvoir jouer à armes égales au minimum, ou en tout cas avoir des avantages. Arnaud? Oui, le taux nominal. Alors, précisez. Oui, alors le taux nominal d'imposition sur les entreprises est, semble-t-il, le plus élevé d'Europe. Mais en fait, quand on prend en compte l'assiette de l'impôt, le crédit d'impôt recherche, un certain nombre de déductions et de subventions, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement les entreprises françaises qui sont les plus taxées en Europe. Bon, on va peut-être pas rentrer dans ce débat fiscal. Mais voilà, je pense que ce débat... Ce qui est du coût du travail. Le coût du travail est particulièrement élevé. En tout cas, ce qui est assez frappant, c'est que malgré ces difficultés, la France et l'Europe est compétitive. On va peut-être regarder ces chiffres de la balance commerciale avec les États-Unis. Le déficit des États-Unis vis-à-vis de la Chine, on le voit, il est de 270 milliards de dollars, autour de 210 milliards pour l'Union européenne, 214 plus précisément, 150 milliards pour le Mexique. Arnaud Aurin, au fond, ce que recherche Trump, c'est surtout à réduire
ce déficit? Oui, ça c'est un des objectifs. Effectivement, il y avait une tribune très intéressante de son ancien représentant au commerce du gouvernement Trump 1, Robert Lighthizer, dans le New York Times ces derniers jours. Et il qualifiait en fait les pays qui ont des surplus d'exportation, alors il visait particulièrement l'Allemagne, la Chine et le Vietnam, de méchants. Les villains. Il les a traités de méchants, effectivement. Donc tous ces pays qui ont su construire des avantages comparatifs, alors effectivement avec des subventions publiques, hein, bien sûr, mais qui ne l'a pas fait? Je veux dire, toutes les constructions de pays industriels, en particulier à la fin du 19e siècle, ont massivement subventionné leurs industries pour devenir compétitifs sur le marché mondial. Ça s'appelle le protectionnisme éducateur. Ça a été théorisé par Friedrich List au 19e siècle. Ça a été mis en œuvre par l'Allemagne, par les États-Unis, par tout un tas de pays qui ont ensuite pu inonder les marchés mondiaux. Donc la Chine n'a fait qu'imiter finalement ce qui s'est produit dans l'histoire. Donc l'idée, effectivement, ce serait de comment contrer ces méchants, si je reprends ce terme un peu stupéfiant de Lighthizer, ça serait de faire du protectionnisme entre ces pauvres pays. Alors là, il parle des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui ont des déficits commerciaux terribles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de s'entendre pour avoir finalement un silo dans lequel on va protéger son marché. On ne sait pas très bien comment, mais vraisemblablement avec des droits de douane. Qui veut réagir? Par rapport à ça, le commerce entre les États-Unis et l'Union européenne, il est beaucoup plus équilibré que cela. Alors déjà, on est à 41% du commerce mondial entre les États-Unis et l'Europe. Et s'il y a effectivement un déficit américain sur les produits, il y a un excédent américain sur les services. Donc en fait, la relation est beaucoup plus complémentaire et l'introduction des droits de douane en fait unilatérales provoquerait quand même un choc au niveau mondial, parce que par le poids du commerce mondial. Donc il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et puis par rapport au protectionnisme, excusez-moi, mais la Chine a un projet, vous l'avez mentionné, les routes de la soie, c'est un projet tout aussi néo-impérialiste qu'on peut imaginer avec Trump et même avec Poutine. Et moi, je trouve que ce qui est très inquiétant dans les heures qu'on vit en ce moment, c'est que finalement, ce retour au néo-impérialisme légitime y compris les visées de Vladimir Poutine. Donc en fait, on est dans un monde... Vous voulez dire le fait, par exemple, pour Donald Trump d'avoir des visées sur le Groenland, ça pourrait justifier les visées de Vladimir Poutine en Ukraine? Svalbard. Disons, en tout cas, on est dans un monde où c'est la loi du plus fort. Il n'y a plus de règles. Et les États-Unis, ce qui est inquiétant, c'est que les États-Unis sont, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les garants justement du monde libre, d'un monde construit avec des valeurs et des règles. Et là, on est dans un monde où il n'y a plus du tout de règles. Et vous avez mentionné tout à l'heure le contournement justement de la Chine en allant au Mexique et au Canada. Mais dans le monde du commerce mondial, il y a des règles. L'Union européenne, par exemple, il y a quelques années, a mis des droits de douane sous les vélos chinois. Les Chinois ont contourné, ils sont allés au Vietnam, mais on a mis des droits aussi sur les vélos. Et puis peut-être aussi une ironie de l'histoire. Je conteste pas du tout que la Chine a elle aussi des visées néo-impériales. L'ironie de l'histoire, c'est que nous sommes sortis du néolibéralisme. Précisément, nous sommes entrés dans un nouveau monde, un nouveau capitalisme. Et celui-ci, il commence à faire fi des règles du commerce international et de ce monde que vous décriviez. Et l'ironie de l'histoire, on va y revenir dans un instant, mais l'ironie de l'histoire, c'est que la Chine, aujourd'hui, porte plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que ça n'est pas la preuve, justement, de la faiblesse de ces institutions internationales qui ne peuvent pas sanctionner, qui sont bloquées aujourd'hui par les États-Unis? S'il y a une organisation qui a un mécanisme d'arbitrage quand il y a des différends, des disputes entre États membres, c'est l'OMC. Maintenant, les États-Unis ont fait en sorte de bloquer le mécanisme parce qu'on ne peut plus le renvoyer en appel. Enfin, ça, je passe les détails. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la Chine maintenant endosser cette posture de défense de l'OMC que tient l'Union européenne, parce qu'on cherche à éviter qu'il y ait un détricotage de toutes les règles qui provoquerait un retour vers le Far West. Et laisser la Chine prendre cette place, c'est particulièrement intéressant. Et je pense qu'il faut aussi contrer le narratif de Donald Trump. Il y a toutes les mesures qu'on va prendre, mais aussi le narratif. Parce que quand il parle de triche,
si on a une balance commerciale pour les biens qui est positive, c'est qu'on est bon. Et on devrait en prendre un peu conscience aussi davantage. Parce que quand on regarde la structure des échanges, c'est essentiellement les mêmes postes. On échange on échange de la pharmacie, de la mécanique et des véhicules, mais c'est que les produits européens sont compétitifs et qu'on achète moins les produits américains. Alors pendant ce temps, des milliers d'employés fédéraux sont menacés aux États-Unis. Elon Musk leur propose un deal, encore un, démissionner en échange d'une prime ou risquer un licenciement sans indemnité. Sont concernés les ministères des Finances, de l'Éducation, des agences fédérales comme le FBI ou même la CIA. Arnaud Aurin, cette purge vise aussi USAID, l'agence qui s'occupe de l'aide humanitaire américaine à travers le monde. Est-ce la fin du soft power? Est-ce le règne uniquement du hard power, de cette, comme vous l'avez dit, de cette règle, de cette loi du plus fort? Effectivement, c'est malheureusement terriblement logique, en fait, dans cette nouvelle ère de prédation. C'est-à-dire que couper USAID, c'est se passer de ce fameux soft power, mais c'est compter finalement sur un autre pouvoir, le hard power, c'est-à-dire l'utilisation d'un deal de force. Et le cas ukrainien est à cet égard paradigmatique, en fait. L'idée, on va peut-être continuer à vous aider, mais il va falloir nous donner des choses en échange. Et donc, finalement, on arrive là dans un monde où, là encore, ce ne sont pas les règles du marché libre et concurrentiel qui doivent s'appliquer, si l'on en croit les dirigeants américains, chinois et russes. Adina Revol, les agents du FBI qui enquêtent sur l'assaut du Capitole sont également visés. Est-ce que ça vous inquiète et est-ce qu'il existe des garde-fous? Écoutez, je vais peut-être vous répondre de façon personnelle, parce que moi, je suis née dans un pays communiste, je suis née en Roumanie, et donc moi, ça me rappelle cette purge, cette chasse aux sorcières des régimes communistes. Donc oui, ça m'inquiète, effectivement, parce que c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis. Mais après, si on regarde l'histoire, encore une fois, de la démocratie américaine, aujourd'hui, la société américaine est complètement divisée, fragmentée. On a un schisme américain, mais l'Amérique, c'est une grande nation, c'est un système quand même qui a ce qu'on appelle les check and balances. Donc, un équilibre des pouvoirs. Un équilibre des pouvoirs. Donc, j'ose espérer que cet équilibre des pouvoirs va continuer à marcher et à faire en sorte que ce schisme américain, cette société fragmentée, pourra à nouveau se réconcilier. Arnaud Aurin, ces coupes dans les effectifs, dans la fonction publique, sont sans précédent. Même Ronald Reagan, élu en 1980, s'était montré, on va dire, plus mesuré. Avec l'alliance Trump-Musk, on est au-delà, vous le disiez, de l'ultralibéralisme. C'est quoi? C'est l'avènement de ce que vous appelez des compagnies-États? Oui, c'est une bonne incarnation, je crois, de la prise de pouvoir par des compagnies-États sur leur propre État souverain, c'est-à-dire d'une fragmentation de la souveraineté, en fait. Sous Reagan, nous étions dans un monde néolibéral où il s'agissait de faire moins de dépenses publiques, alors, sauf militaires, bien sûr, mais de faire moins de dépenses publiques dans les domaines de la santé ou de l'éducation et de livrer cela à une concurrence, un marché concurrentiel. Ici, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a Monsieur Musk, mais d'autres, on pourrait parler d'autres oligarques de la tech qui ne sont plus seulement des chefs d'entreprise, qui ne sont pas à la tête de multinationales, qui se pensent également comme des souverains. Ils sont traités en partie comme des chefs d'État, ils ont des pouvoirs souverains et régaliens, en particulier dans les satellites, les câbles sous-marins, mais aussi la création d'un espace public, parce que X, c'est un espace public que Monsieur Musk peut manipuler à la manière d'un chef d'État. Et donc, ces gens se pensent finalement en situation d'établir une souveraineté. Et donc, on est dans un monde où on va supprimer aux États-Unis des agences fédérales et des agences étatiques, pas pour les remplacer par une concurrence libre et non faussée et par un marché libre, mais par des monopoles qui se pensent eux-mêmes comme des compagnies-États. Et personne pour les arrêter.
Et je ne vois pas tellement... Alors effectivement, vous le disiez tout à fait, hein, il y a le check and balance, il y a quand même le pouvoir judiciaire aux États-Unis qui reste peut-être le dernier contre-pouvoir. Mais là, on voit bien que M. Musk doit décider lui-même s'il est en conflit d'intérêts avec le DOJ, là, donc cette agence qui doit supprimer des éléments fédéraux et ses propres entreprises. Donc il ne peut pas être juge et partie. Et là, on voit bien qu'on a un problème et on ne sait pas vraiment qui va l'arrêter. Paola Fabiani, on l'entend, y compris dans votre bouche, hein, des entrepreneurs, des patrons français qui sont souvent prompts à critiquer les dépenses de l'État, le niveau d'imposition, la bureaucratie. Sont-ils pour autant séduits par ces méthodes américaines, disons, expéditives ? Alors, clairement... une personnalité comme Elon Musk n'est pas du tout souhaitable et ne correspondrait pas du tout. On a entendu des appels à limiter, on pense à Valérie Pécresse et son comité de la Hache, Éric Ciotti, ou même Pierre Gattaz, ancien patron du MEDEF précisément. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors voilà, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on ne souhaite pas du tout un Elon Musk, mais ça soulève un certain nombre de questions qui sont intéressantes dans notre propre débat public. Donc oui, effectivement, on a des questions sur notre administration. Alors bien évidemment, et très clairement, on a besoin d'une première ligne et même de renforcer cette première ligne dans l'administration. Typiquement, si on pense aux hôpitaux, à l'éducation, à la police, on a besoin d'un renfort. Nous, par contre, ce qu'on souligne, c'est ce qu'on appelle l'administratif de l'administration, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Et effectivement, par exemple, si je prends l'exemple des hôpitaux, 35% des effectifs des hôpitaux ne sont pas des soignants. Donc ça pose des questions d'optimisation par rapport à ça. Et c'est vrai que ça voudrait dire qu'il faudrait purger également dans les hôpitaux, dans l'administration française ? Ça voudrait dire qu'il faudrait renforcer la première ligne, avant tout, parce que là, il y a un vrai besoin. Les soignants, et peut-être les professeurs. Soignants, par exemple, voilà, si on prend l'exemple des hôpitaux, les soignants, mais par contre, effectivement, ce serait justement d'accélérer en fait et de fluidifier la partie en amont des administratifs. On a proposé effectivement pas mal de choses. On a aussi un sujet sur la réglementation en France qui est très important et qui est un peu lié à ça au final, puisque les chefs d'entreprise voient d'un côté une dette croissante et en même temps, il faut savoir que 56% de la dette publique est tenue par le public. Donc, effectivement, il y a quelque chose à améliorer. On a, à ce titre, notamment, et plusieurs titres, aussi au titre de la simplification et de l'accélération globale de l'économie, on a envoyé un projet de loi, le MEDEF a envoyé un projet de loi aujourd'hui au Premier ministre, proposant des mesures pour attirer les investisseurs, simplifier les choses, fluidifier l'administration, accélérer les procédures administratives, parce qu'effectivement, c'est un vrai point de blocage. Elvire Fabry, renforcer l'efficacité de l'administration, Elon Musk n'a pas inventé l'objectif. Maintenant, c'est la méthode. Mais évidemment que je dirais qu'en France, en Europe, partout, il y a un enjeu d'efficience dans l'administration. Maintenant, dans la méthode, on voit bien qu'il y a à la fois du côté américain le besoin de compenser aussi les réductions d'impôts et de taxes qui vont gréver le budget américain. D'où les coupes dans les effectifs, d'où les hausses de droits douaniers également. Exactement. Et par ailleurs, il y a quand même, pour revenir à cette question du fonctionnement de la démocratie américaine, une forme de neutralisation aussi des contre-pouvoirs. Parce que dans les administrations, on voit, ne serait-ce que dans le USAID, donc qui s'occupe de la politique de développement et humanitaire américaine, on peut imaginer que dans ce département, il n'y avait pas forcément un soutien à un fort électorat trumpien. Et que là, petit à petit, à travers ces coupes franches dans l'administration américaine, il y a aussi l'idée que de dégraisser un peu, politiquement même, et de limiter les contre-pouvoirs d'où ce côté un peu chasse aux sorcières. Oui, et ce que Donald Trump avait appelé déjà en 2018 le Deep State. L'État profond. Exactement. Tout ce qui se passe aux États-Unis arrive fatalement un jour en Europe. Que faut-il faire ? Comment éviter de tels scénarios ? Je pense qu'il faut peut-être commencer par... on a parlé de la boussole de compétitivité européenne qui est un projet aujourd'hui, mais je pense qu'il faut le mettre en œuvre très rapidement et c'est un vrai enjeu parce qu'en fait, on passe d'une loi européenne, mais en réalité, une loi européenne devient loi en réalité au bout de 2 ans. Donc là, on a un enjeu de rapidité très, très vite. Vous avez parlé tout à l'heure de l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis, mais il y a également le fait qu'Elon Musk a énormément d'intérêt en Chine.
Est-ce que finalement, à un moment donné, il va forcément se poser des difficultés avec Donald Trump? Finalement, est-ce que la meilleure limite de la politique de Donald Trump, ça n'est pas Elon Musk? Oui, c'est une vraie question. Alors, je dis un mot sur les questions d'efficience et de compétitivité. Faut choisir. Parce que, bon, c'est toujours un peu dangereux. Tout le monde voudrait que la fonction publique soit plus efficiente, plus compétitive, etc., etc. Mais dans le monde de ces nouveaux impérialismes, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit la bonne méthode. Mais je laisse ça de côté. Effectivement, Monsieur Musk a des intérêts en Chine. Il faut vendre des Tesla et c'est un marché très important pour lui. Et si on prend le cas de Taïwan, par exemple, il a à plusieurs reprises été très réticent au fait que l'armée américaine puisse utiliser ses satellites à Taïwan. Et ce qui pose effectivement un problème à l'armée américaine. Il va se retrouver en opposition avec Donald Trump. Et là, on voit bien que cette idée de découplage des deux économies, Chine, États-Unis, cette idée du jeu avec les États-Unis qui soutiennent Taïwan, c'est pas tout à fait la ligne de Monsieur Musk. Et là, on revient à cette idée de fragmentation de la souveraineté. On retrouve l'idée des compagnies des Indes des XVIIe et XVIIIe siècles qui n'étaient pas toujours alignées avec leurs États. Et comment ça se finit tout ça ? Eh bien, je ne sais pas qui va gagner entre ce conflit de souveraineté, entre l'État et les compagnies État. On voit mal Elon Musk, en tout cas, se plier, vu son caractère. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous les quatre pour vos différents éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.